Bonjour Monsieur Alain Toussaint. Bonjour, monsieur. Vous avez à peine réalisé une conférence de presse ici, au Conseil communal de Vérone. Pourquoi ce voyage à Vérone? Quelle est la raison de ce voyage à Vérone particulier et en Italie en général? Je suis en Italie dans le cadre d'une mission d'explication à la suite des événements qui sont intervenus en Côte d'Ivoire, principalement depuis le 11 avril 2011, date de l'arrestation du président Gbagbo par les soldats français qui l'ont remis entre les mains de M. Ouattara. Nous sommes venus en Italie et à Vérone rencontrer les autorités de la région, rencontrer les médias pour attirer l'attention de ces autorités et de l'opinion sur la réalité de la situation en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous que les autorités locales italiennes peuvent apporter de plus dans la crise politique en Côte d'Ivoire? C'est l'opinion qui agit sur les décisions politiques et c'est sur la base que nous devons à notre tour agir afin que les informations remontent au plus haut sommet de l'État italien. Il ne faut pas ignorer que l'Italie, comme les pays membres de l'Union européenne, ont soutenu le choix de la France de renverser le président Gbagbo. L'Union européenne s'est fendue de nombreux communiqués dans lesquels elle attaquait le président Gbagbo et remettait en cause le fondement même de notre existence, c'est-à-dire les décisions du Conseil constitutionnel. Donc nous estimons qu'il est important de mener cette mission d'explication, de venir procéder à une cure de désinformation, pour ne pas dire de désintoxication, afin que ces élus qui ont été choisis par les populations soient mieux informés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de ce qui s'est passé dans le pays depuis plusieurs décennies. Pourquoi agir loin de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire pour mener la lutte aujourd'hui politique à l'intérieur du pays? D'abord, l'objectif de Côte d'Ivoire Coalition est de mener un plaidoyer en faveur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Car nous estimons qu'après 4 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation et 50 années de parodie d'indépendance, l'Afrique reste encore la dernière de la classe. Le continent où les droits de l'homme ne sont pas respectés, le continent où les grandes puissances peuvent mener des aventures militaires dans le seul et unique but de respecter leurs intérêts au détriment de ceux des Africains. Et nous avons créé cette organisation justement pour dénoncer le type de forfaiture menée par la France et M. Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous savez très bien que toute révolution est forcément inspirée de l'extérieur. Et aujourd'hui, aucun opposant à M. Ouattara ne peut manifester librement à Abidjan au risque de se faire massacrer, assassiner par ces milices tribales. Donc c'est un choix que nous faisons. Nous sommes en contact permanent avec les populations ivoiriennes. Nous aspirons à un changement très rapide parce que M. Ouattara est tout sauf un démocrate. Vous avez été le conseiller en communication depuis 2000 jusqu'en 2011 de M. Laurent Gbagbo, qui a été arrêté le 11 avril dernier. Que pensez-vous que le président Gbagbo n'a pas passé comme message au monde pour être pratiquement abandonné par les leaders mondiaux? Le président Gbagbo n'a pas été abandonné. Le peuple qu'il a élu en octobre 2000 est resté soudé à ses côtés. Mais ce peuple a été soumis à une violence coloniale, à une démonstration de force coloniale française qui a empêché que des Ivoiriens descendent dans la rue. Le président Gbagbo s'est démarqué depuis son élection du type de président que nous rencontrons en Afrique, ce qui n'était pas fait pour plaire ni aux Français, ni aux Africains, aux dirigeants africains eux-mêmes. La plupart des dirigeants africains ont opté pour une discrétion, n'ont pas souhaité exprimer publiquement leur position et ont choisi de se taire alors même que c'était le moment de dire non
à la barbarie de la France. Je crois que le président Gbagbo a agi avec dignité dans cette crise et la posture qu'il a adoptée était bel et bien celle qu'il fallait adopter quand un peuple souverain est confronté à une agression barbare, illégitime, sans raison. La France voulait coûte que coûte renverser le président Gbagbo depuis octobre 2000, voyez-vous, et cette rébellion qui est née en septembre 2002 a été financée, soutenue politiquement, militairement, diplomatiquement par la France. Et donc son arrestation le 11 avril est le couronnement de ce complot qui est en réalité le plus long coup d'État du monde. Et il n'y a aucun motif à ne pas être fier du président Gbagbo. Bien au contraire, nous pensons qu'il a, dans la lignée de Sékou Touré, de Toussaint Louverture, de Mandela et d'autres, comme Nkrumah, montré une forme de résistance qui laisse penser qu'un Africain nouveau est né le 11 avril et nous devons reprendre le flambeau de ce combat pour libérer et la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'oppression coloniale, libérer notre continent du joug colonial français. Jusqu'où M. Laurent Gbagbo et son administration est allé pour éviter cette tragédie humaine en Côte d'Ivoire? On parle de 30 000 morts pour cette crise post-électorale. Ni la crise, ni les morts de la crise ne sont imputables au président Gbagbo. Il a été élu en octobre 2000. Il gérait la Côte d'Ivoire, il dirigeait le pays avec un gouvernement d'union nationale. Il a même organisé un forum de réconciliation nationale lorsque M. Ouattara est venu attaquer la Côte d'Ivoire en septembre 2002. On ne peut pas empêcher un dirigeant qui est dans l'exercice de ses fonctions de continuer de le faire sous la menace des armes. Au nom de quoi le président Gbagbo aurait-il dû renoncer au pouvoir simplement parce que M. Ouattara et des soldats français menacent la sécurité de la Côte d'Ivoire? Mais M. Gbagbo ne regrette-t-il pas, par exemple, d'avoir accepté que l'ONU soit le certificateur des élections en Côte d'Ivoire? Le président Gbagbo n'avait pas le choix. Nous étions dans le cadre d'accords de paix encadrés par la France et par l'ONU qui ont bien préparé le complot. L'objectif était de renverser le président Gbagbo. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire n'était qu'un prétexte. Il fallait trouver une porte de sortie. Le putsch militaire n'ayant pas marché comme voulu, l'élection était le prétexte tout trouvé pour pousser le président Gbagbo vers la sortie. Je crois que nous n'avions pas le choix de choisir, enfin en tout cas de dire non à l'ONU. Vous regrettez ce choix que vous avez fait? On n'a pas à regretter ce choix puisque cela était consigné dans les accords de paix et nous avons accompli notre part de contrat. Le président Gbagbo a respecté la part de travail qu'il avait à accomplir, au contraire de la rébellion qui n'a fait que louvoyer et qui n'a même pas déposé ne serait-ce qu'une seule arme. La rébellion a rusé, elle a agi contre la paix, puisque pendant que nous préparions la paix et les élections, elle a préparé une grande guerre pour la conquête du pouvoir. Au mois de septembre, en ce mois, en mi-septembre, un avocat français bien introduit dans le réseau de la France-Afrique a déclaré dans les télévisions françaises, a fait une déclaration sur les présidents de l'Afrique francophone, entre autres sur M. Laurent Gbagbo, qui aurait, je dis bien qui aurait, donné une valise de 3 millions d'euros en 2002 pour les élections de Jacques Chirac. Que répondez-vous, que pensez-vous de ces déclarations? C'est un secret de polichinelle que depuis 50 ans, les États africains n'ont eu de cesse d'être raquettés par les autorités, par les dirigeants de la France. Vous évoquez des faits sur lesquels je ne souhaite pas me prononcer. Je veux simplement dire que la France n'a pas toujours été dirigée par des présidents exempts de tout reproche. C'est la valise ou le coup d'État. Ce sont les billets ou la calache. On a parlé du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, de la plupart des pays ex-colonies françaises. Ce sont des pratiques que nous condamnons et que nous dénonçons et auxquelles il convient de mettre fin.
C'est cela la réalité. Comment pouvez-vous comprendre que des dirigeants des pays dits puissants se comportent comme des mendiants à l'égard des dirigeants des pays dits faibles? Le peu de ressources dont dispose l'Afrique et qui pourraient être investies dans des infrastructures de base, éducation, santé et autres, sont détournés vers l'Occident pour supporter le train de vie de ces dirigeants et financer des campagnes électorales. Je crois que le débat de fond, c'est celui-là. Le reste, combien a-t-on donné à Chirac ou à Sarkozy ou à tel autre président, me paraît être un débat totalement sans objet. Ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer. La France doit arrêter, les dirigeants français doivent arrêter de racketter les dirigeants africains. Et ceux-ci n'ont pas le choix. Je comprends bien votre question. Évidemment que ces sommes que vous évoquez peuvent être investies par ailleurs sur le continent. Là, mais lorsque on vous demande de faire le choix entre la valise des billets et le coup d'État, quel choix faites-vous? Vous êtes pour la stabilité de votre pays, alors vous donnez de l'argent. Lorsque vous accédez à des élections par des voies démocratiques, lorsque vous accédez au pouvoir par des voies démocratiques, lorsque vous remportez des élections et que dans le même temps la France ignore le choix de votre peuple et que son gouvernement agit comme un ennemi à votre égard, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser d'autres moyens. Si la France rackette les pays africains, si les dirigeants français rackettent les dirigeants africains, ce n'est pas la faute de ces derniers-là. Donc les dirigeants africains n'ont pas de responsabilité dans ce système? La responsabilité de la France, qui est une éternelle donneuse de leçons, c'est de faire en sorte que ces dirigeants soient exemplaires. Les dirigeants français n'ont pas à se comporter comme des mendiants, je le dis, quand ils traitent avec les dirigeants africains. Quel regard portez-vous sur l'action diplomatique africaine dans la crise post-électorale ivoirienne? L'Union africaine, la CEDEAO sont des organisations satellites de l'Union européenne qui les financent. Pour moi, ces organisations sont totalement dépassées parce qu'elles ont été incapables d'agir, de prendre les bonnes décisions, à même d'empêcher la guerre en Côte d'Ivoire et également en Libye. Le président de l'Union africaine s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est lui qui est à la manœuvre. Le secrétaire exécutif de la CEDEAO s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est également lui. Pas trop loin. Je ne vais pas loin, je ne fais pas de caricature. Vous savez très bien que c'est la main qui donne, qui ordonne. L'Union africaine et la CEDEAO tirent leurs contributions financières des aides, des subsides que leur verse de l'Union européenne. De la Libye, c'est même encore plus grave, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la reconnaissance du ventre envers Kadhafi qui est un Africain, mais en revanche, ils ont une reconnaissance du ventre envers des Occidentaux qui leur donnent des ordres pour renverser des pouvoirs africains. Il faut que ces organisations revoient leur mission. Monsieur Laurent Gbagbo, jusqu'à quelques semaines de sa chute du 11 avril, a été soutenu par deux pays principalement, l'Afrique du Sud et l'Angola. Mais ces deux pays, à la fin, l'ont laissé. Ne regrette-t-il pas le comportement des leaders de ce pays? Non, je pense qu'on ne peut pas être aussi tranché que cela. C'est la réelle politique. Vous avez l'Afrique du Sud qui était en négociation avec la France pour une centrale nucléaire ou des investissements. Et sans doute que, à raison d'ailleurs, l'Afrique du Sud a préféré protéger ses intérêts plutôt que ceux du président Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Et j'émets le même avis en ce qui concerne l'Angola. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à ces pays d'avoir opté pour une posture qui aurait pu ne pas nous arranger. Ces pays ont eu le rôle qu'ils devaient avoir depuis le déclenchement de la crise. L'Angola a toujours soutenu le président Gbagbo et l'Afrique du Sud
par l'entremise du président Thabo Mbeki, a été un acteur majeur, notamment de l'accord de Pretoria. Le reste est pour moi un discours de type médiatique sur lequel il ne faut même pas s'appesantir. La grande question d'actualité aujourd'hui au pays, en Côte d'Ivoire, c'est la question de la réconciliation. Il faut réconcilier les Ivoiriens, un pays qui a été divisé entre le nord et le sud. M. Ouattara a nommé ces derniers jours une commission de réconciliation. Quel est le jugement que vous portez sur la volonté de Ouattara de mettre ensemble les Ivoiriens? Je crois que M. Ouattara souffre d'un dédoublement de la personnalité. Il dit une chose et il fait exactement son contraire. M. Ouattara parle de réconciliation alors que dans le même temps, il lance des mandats d'arrêt internationaux contre les proches du président Gbagbo. M. Ouattara parle de paix quand il maintient le président Gbagbo, son épouse, son fils et une soixantaine de ministres, de responsables de la majorité présidentielle en prison. Le processus de M. Ouattara, le processus de réconciliation de M. Ouattara sera jugé à l'aune des actes politiques qu'il posera. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sincère, vraie et durable sans la libération du président Gbagbo. C'est une condition minimale. Comment voulez-vous réconcilier des positions irréconciliables? Parce que vous n'agissez pas, vous n'activez pas les leviers qu'il faut. M. Ouattara doit remettre en liberté le président Gbagbo. Il doit mettre fin à cette situation totalement illégale et surréaliste où un ancien dirigeant de notre pays, des membres du gouvernement légitimes, sont détenus. Aujourd'hui, nous devons reconstruire la paix, nous devons reconstruire l'unité de la Côte d'Ivoire. Nous comptons 60 ethnies, vous imaginez un peu, et il faut que nous raisonnions en termes de nation, en termes de pays, en termes de bien commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est le principal challenge que nous avons à relever pour les années à venir. Merci beaucoup, M. Merci.